Heurter un iceberg, on sait qu'on va couler mais on y va quand même. Voilà. Et ça, là il y a de la dystopie là-dedans. On voit que la réalité rattrape et dépasse la fiction. Le problème, c'est est-ce qu'on rattrape et on dépasse la fiction vers une utopie, vers un monde meilleur, ou vers une dystopie, vers un monde plus sombre, et un monde où le vivre ensemble est impossible. Aujourd'hui, on met en œuvre ce qu'on voyait dans les pires scénarios de films science-fiction, mais pour le pire. Et on se sert de la technologie, dans le plus mauvais sens du terme, pour le contrôle permanent. Alors il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a d'une part la tentation très importante de contrôler tout le temps, tout le monde, en permanence, à chaque instant. Ça, c'est une volonté de puissance, où ceux qui sont détenteurs du pouvoir voudraient contrôler chaque personne à chaque instant. Sauf que c'est un leurre. Ça veut dire que ça marche dans un monde de machines, dans un monde de robots, où les gens sont prévisibles. Ça ne marche pas avec l'humain. Et l'humain, les êtres humains que nous sommes, on a tous une part irréductible d'imprévisible et une part d'incontrôlable. Parce que justement, l'humain peut surprendre. Il a un libre arbitre qui fait qu'à tout moment, il peut décider d'autre chose qui n'était pas prévu. Donc, l'idée d'un contrôle permanent de chaque chose et de chaque personne, à mon avis, est une erreur, parce que justement l'humain échappe à ça. Le deuxième leurre, la deuxième erreur, c'est qu'on pense qu'une fois qu'on aura contrôlé tout le monde, on pourra prévoir les actes des individus. Et on part du principe que si on lit les émotions, si on sait que monsieur un tel ou madame un tel est à tel endroit à tel moment, et va vers une manifestation ou autre, on va pouvoir prédire que elle va aller à la manifestation puis qu'elle va commettre tel et tel acte ou tel et tel délit. Or là, on se rend compte justement que les êtres humains échappent à ça. Et on ne peut pas prédire d'un instant T de leur comportement ce qu'ils vont faire à un instant T1 ou T2. Et donc l'idée qu'en contrôlant chaque personne à chaque instant, on puisse prédire et déduire ce que les gens vont faire à l'avenir est une seconde erreur. Faire baisser la délinquance, faire baisser la criminalité, ça demande une société apaisée et ça demande une société ouverte. Aujourd'hui, on va vers une société de tension, de contrôle permanent des gens et une société de fermeture. On met du mobilier anti-SDF pour empêcher les SDF de dormir, on ferme les parcs, on dresse des grilles partout. On a une obsession de l'univers clos, de la société fermée. Alors on va dresser des murs aux frontières, on va essayer de fermer les frontières, de fermer les ports par rapport aux étrangers. À l'intérieur, on va clôturer tous les espaces publics. Et on est dans un modèle de société fermée au lieu d'ouvrir la société. Et le problème, c'est que quand les gens vivent dans un univers grillagé, fermé, cadenassé, en sachant qu'ils sont contrôlés en permanence et filmés, le fait d'évoluer dans cet univers-là, en sachant qu'ils sont observés en permanence, ça change leur comportement. Oui, sauf que, si vous voulez, la Chine annonce sa couleur. La Chine ne prétend pas être une démocratie. La Chine n'a jamais prétendu être le pays des droits de l'homme. Donc la Chine est un régime autoritaire qui dit que pour asseoir son autorité, elle doit contrôler les gens et sans ce contrôle, point de salut. Bon, c'est dramatique pour les Chinois, mais il n'y a pas de double langage. Il n'y a pas de mascarade dans le langage. Nous, on met en place les systèmes de reconnaissance faciale, on veut mettre en place de la reconnaissance émotionnelle et on quadrille la ville de caméras de vidéosurveillance, comme le font les Chinois, tout en prétendant qu'on est toujours le pays des droits de l'homme, vivre dans la démocratie et garantir la sécurité des habitants. Et on le fait, remarquez bien, systématiquement dans des temps de crise, des moments de tension. On a fait passer des lois liberticides quand la menace terroriste était la plus forte. Elle est peut-être toujours aujourd'hui, mais quand il y avait le plus d'attentats, malheureusement. On essaie de faire passer des lois liberticides aujourd'hui dans un climat de violence qui se greffe autour des Gilets jaunes et du mouvement des Gilets jaunes où on est la 13e, 14e semaine de violence urbaine où les gens s'habituent à cette violence urbaine et donc on essaie de leur faire passer, accepter de rogner sur leur liberté individuelle, leur vie privée pour garantir la sécurité de tous, ce qui est un leurre. Donc il y a quelque chose d'extrêmement pernicieux des pouvoirs publics de profiter de moments de tension, de crise et de peur pour faire passer des lois liberticides et des dispositifs liberticides en présupposant que la sécurité à outrance est la garantie de la liberté, alors qu'en réalité, elle est sa négation. Aujourd'hui, vous avez des pouvoirs publics qui veulent se servir de prouesses technologiques dans le mauvais sens, pour avoir un tout sécuritaire qui peut, à l'inverse, au lieu de garantir la sécurité, empêcher les gens
d'avoir un réel vivre ensemble, mais il y a aussi l'humain. Il y a vous, moi, il y a tout le monde. Et on se rend compte que, regardez les réfugiés, plus vous avez des lois dures par rapport à l'immigration et à l'asile, plus les gens ouvrent leurs portes, accueillent, donnent à manger. Plus vous avez une société marchande qui promeut le chacun pour soi, plus les gens vont faire des maraudes et donner à manger aux gens qui sont en bas de chez eux. Donc, vous voyez bien que l'humain, l'humanité, ce qui fait que la France reste malgré tout le pays des droits de l'homme, c'est parce que la France, ce n'est pas que le gouvernement, ce n'est pas que l'Assemblée nationale, le Sénat. Nice, ce n'est pas que la ville de Nice en termes de mairie de Nice avec son maire et ses élus municipaux. C'est tout un chacun qui agisse. Et les gens au quotidien se prennent par la main et font des solidarités, font des gestes de solidarité et tendent la main vers les autres. Il n'y a jamais eu autant d'actions de bénévolat dans la ville de Nice qu'aujourd'hui. Ça montre que quand bien même le pouvoir public local tend vers le tout sécuritaire, les citoyennes et citoyens niçois, eux, se prennent par la main et font vivre le vivre ensemble. Envers et contre les élus qui sont censés les représenter, envers et contre les autorités qui sont censées garantir l'ordre public, les Niçoises et Niçois font œuvre de solidarité et de générosité. Donc la dystopie, du point de vue des pouvoirs publics, locaux, nationaux, oui, du point de vue des habitants, non, heureusement. Oui, complètement, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que l'approche de Hulot, elle est intéressante quand il écrit le syndrome du Titanic. On est vraiment, parce que le syndrome du Titanic, c'est on sait qu'on va heurter un iceberg, on sait qu'on va couler, mais on y va quand même. Voilà. Et ça, là, il y a de la dystopie là-dedans. Donc la question ensuite est de savoir si la dystopie, elle est consciente ou inconsciente. Dans le syndrome du Titanic, la société sait qu'elle court à sa perte, mais elle y court quand même encore plus vite. Mais parce qu'elle n'est pas consciente du fait qu'elle court à sa perte. Est-ce que la dystopie présuppose une conscience de la dystopie? Ça veut dire, on choisit un dispositif tout sécuritaire, de reconnaissance faciale, on empiète sur la vie privée, mais on le fait volontairement, parce qu'on pense qu'il faut empiéter sur la vie privée pour garantir la sécurité, et on place la sécurité au-dessus de la liberté. C'est donc qu'il y a un autre problème, celui de la conscience, et celui de savoir qu'on va vers une dystopie, et de continuer consciemment et volontairement à aller vers une dystopie. C'est la question que posait Platon au départ. Est-ce qu'on peut faire le mal volontairement ?